je m'en excuse, mais j'en profite parce que vous avez posé une question très intéressante. Est-ce c'est seulement une question monétaire? Donc je reprends par rapport à ça. La question monétaire, je dirais, par rapport à ce que vous avez, par rapport à cette question, s'il existe aujourd'hui un monde sans qu'on parle des échanges monétaires, alors je dirais non, c'est pas seulement une question monétaire. Mais à partir du moment, le monde est fait pour ça. Tout ce qui se dit, tout ce qui se fait demande toujours des échanges monétaires. Alors oui, c'est une question monétaire. Je vais vous donner un exemple simple. La France a une façon de gérer certains territoires du monde, mais avant tout, il va les faire passer pour des gens incapables. Ah, c'est comme un papa. Il dit à son fils, écoute mon fils, tu as besoin de papa pour pouvoir marcher. Donc, tu n'es rien sans papa. C'est comme ça comment la France fait aussi avec ses territoires du monde. Je prends un petit pays qui s'appelle les Comores. Très peu de Français connaissent les Comores. Très peu de Français connaissent les Comores. Et ça, c'est un scandale monumental. Parce qu'il y a une île des Comores qui s'appelle Mahorais. Et Mayotte, il fait partie quand même des départements français. Donc c'est quand même rigolo de dire à un Français, est-ce que vous connaissez les Bourges? Ah non, je ne connais pas. Ah mais je suis quand même français. Je pourrais même dire, ouais, je vais voter le Front National parce que je suis tellement français alors qu'ils ne connaissent même pas Bourges. C'est quand même rigolo quand même, hein, vous imaginez pas? Donc un territoire, un département français que les Français ignorent. Donc je vous invite, par, on va dire, péché de besoin de connaissances, d'aller vous inspirer à cette question. Où c'est Mayotte? C'est où ce territoire fantôme qui est un département fantôme français? Donc, je dis ça pour répondre à la question posée. La question, est-ce c'est seulement une question monétaire? Pour vous dire que les Comores ont pris leur indépendance en 1975. Cette indépendance n'a pas été prise comme ça par hasard ou par un plaisir de la France qui avait besoin de libérer les territoires africains. Pas du tout. Récemment, vous avez vu dans l'actualité, il y a un rappeur français, descendant d'un tirailleur sénégalais, mais qui n'est pas sénégalais. D'ailleurs, il est guinéen, son grand-père. Je vais vous laisser deviner ce rappeur que je parle. Il devrait assister à la commémoration de la Grande Guerre. Il a été refusé par la pression des membres, merci beaucoup, par la pression des membres de l'extrême droite. Le maire était obligé de céder. Merci beaucoup, vous avez découvert, c'est Black M. Donc, le maire a capitulé, merci l'expression aussi. Donc, pourquoi je prends cet exemple de l'actualité? C'est pour vous dire que les Comores, lorsqu'ils ont eu leur indépendance, il y a des milliers de Comoriens qui ont participé à la libération de la France, et je dirais même de l'Europe, au massacre de l'histoire de l'humanité. Je rappelle encore une fois que lorsqu'on parle de barbarie, et je insiste et je pèse mes mots, l'Africain jusque-là ne savait pas ce que c'était la barbarie. L'Africain a découvert cette barbarie dans les actions et les exactions que faisaient les colons en Afrique. L'Africain ne connaissait pas le sens de la souffrance humaine, autre chose que le besoin d'aller chercher à manger. L'Africain a découvert le massacre de l'humain au travers de ceux soi-disant maîtres qui les gouvernaient. Donc les Comoriens, pour revenir à mes origines, une fois qu'ils ont assisté, ils ont participé à la libération de l'Europe, ils ont demandé à De Gaulle, pour ceux qui rappellent l'histoire française, qu'en échange, quand même, on vous a libéré pour être libre. Ça voudrait dire par là que la liberté n'a pas de prix. Nous avons aussi besoin de notre liberté. Vous êtes battus. Vous êtes battus pour être libres. Pourquoi pas nous qui sommes venus vous joindre pour vous aider à vous libérer? On va se libérer des chaînes imaginaires. De Gaulle a accepté.
Mais qu'est-ce que l'a fait la France? C'est l'image que je vous ai donnée tout à l'heure d'un père avec son fils. La France a dit, écoutez mes amis, quand même, il y a quelques années de l'histoire, je suis le colon. Vous n'êtes pas capable de vous gérer aujourd'hui. Ce sera difficile, mon fils, pour marcher. Tu as besoin de papa te tient la main. Donc je vais laisser l'armée française à Mayotte. Ils vont quand même contrôler au cas où si vous vous battez parce que vous ne savez pas gérer vos pays. Comme ça, au moins je suis à côté, je vais pouvoir vous aider en cas de conflit. La réalité, pour revenir à l'expression qui était dit, est-ce que c'est seulement une question monétaire? Oui, pourquoi? Parce qu'une fois l'armée française est restée à Mayotte, la France a essayé, depuis des années, à faire croire au monde entier, parce qu'il avait une valeur à défendre auprès de l'ONU, comme quoi je ne suis pas resté à Mayotte pour garder ce territoire. Non, je suis là en tant que père pour les aider à se développer. Mais derrière, il a imposé un référendum. Ce référendum a été fait. Les Comoriens, à 98%, ont dit oui à l'indépendance. En gros, oui à cette liberté que nous avons tant cherchée, comme nous l'avons fait avec vous pour vous libérer des Allemands. Et qu'est-ce qu'il a dit la France par la suite? Il a dit, mes amis, comment vous demandez une telle liberté? Moi qui ai le pays de la liberté, je ne suis pas prêt à vous libérer. J'ai su le territoire, le berceau de la liberté et de l'humanité. Les tests onusiens même se sont inspirés des tests français de base. Celles qu'on dit le droit, la charte des citoyens et des droits de l'homme. Et pourtant, il a quand même su passer tout ça, faire comme si cela n'existe pas, comme si cela n'a pas été inscrit dans des manuscrits français pour dire aux Comoriens, Mayotte n'est pas libre. Ah non, pourquoi Mayotte est libre alors qu'il y a quelques Maoris qui ont dit non, on n'est pas prêt à nous libérer. Comme si toute la France, si demain on fait le référendum, rappelez-vous en 2002, quand on a fait le référendum par rapport à l'Union européenne, la majeure partie des Français ont dit non, on n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ah non, on va passer quand même à l'Assemblée nationale pour dire que tous les Français qui ont dit oui, ils n'avaient rien compris de ce que cela signifiait. Ils sont passés à l'Assemblée nationale et on sait la suite. Donc c'est exactement le même schéma de ce qui s'est passé aux Comores. Les quelques Maoris qui ont été achetés, et je pèse mes mots, achetés pour aller créer une espèce de conflit ethnique. Comme ça, le terme ethnique, ça sera mieux entendu sur l'opinion française. Le Français qui attend, ah, il y a des conflits ethniques. C'est que c'est ce pays ethnique, il y a un problème tel. C'est tellement rendre ce peuple ridicule pour que le Français dise, ah oui, vous avez raison d'envoyer l'armée française quand même. C'est comme ça comment ça se passe. Voilà l'expression de la France-Afrique. La suite de l'histoire, pour revenir aux Comores. Pour revenir aux Comores, une fois que cet référendum a été fait, le président comorien, qui était élu par le peuple comorien, est parti à Mayotte pour dire à ses frères et sœurs maorais que nous vous félicitons dans la globalité du territoire comorien, qui est de 4 îles, de nous avoir pris en main et dire on veut être libre. Maintenant il est temps qu'on se mette à table ensemble pour construire l'avenir de ce monde, de ce pays. Depuis, les Comoriens n'ont jamais réussi à retrouver leur île. Récemment, Sarkozy, quand il est revenu au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Aux Nations Unies, ils disent « Ah oui, c'est vrai, on est d'accord avec vous, vous les Américains, on est d'accord avec vous, que c'est vrai, ce n'est pas tellement le mot adéquat à donner, à dire un département d'outre-mer. » Mais là, quand même, on finit par dire « Ah non, c'est carrément un département. » Vous avez vu dans l'histoire des territoires qu'on appelle les territoires d'ailleurs, on appelle le TOM, le DOM. Il y a tout un temps d'expressions employées pour essayer au fur et à mesure de l'histoire, adapter l'expression, le nom attribué par rapport à l'histoire en cours. Parce que se rend compte que ces peuples cherchent à se libérer. Et donc on va adapter.
Ah, on va vous donner l'autonomie. On va vous donner la possibilité d'avoir une assemblée légiférée pour gérer les affaires courantes. On va vous donner ceci, cela. C'est exactement ce qui s'est passé en Afrique. Et donc, est-ce que c'est seulement une question de monnaie? Oui, parce que dans l'histoire géopolitique comorienne, même si les Comores c'est tellement petit, même plus petit que l'île de France, mais à travers ce bras de mer où se situent les Comores, qu'on appelle le canal de Mozambique, c'est là où tous les bateaux qui exportent le pétrole auquel nous utilisons pour nous alimenter partout ici, passent de pays de l'Asie vers la France, voire même vers le reste de l'Europe et de l'Occident. Si moi je dis, là il y a un problème, tout de suite on me bannit. On va même peut-être même me ficher sur fiche S, parce qu'il y a un black là qui a quand même osé dire qu'il a besoin que cette terre soit libre. Et pourquoi pas vous soyez français, vous citoyens français, peut-être même blancs pour ne pas dire le mot. Et ça serait bien que demain, vous acceptez deux choses. Qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle victime, responsable. Il y a une différence entre ces expressions. Parce que les conséquences de ces expressions sont différentes. Si demain je vous dis, vous, les Français, par exemple, de peau blanche, ou, parce que je n'ai pas envie de raconter toute l'histoire de la France, hein, pour ne pas dire les Gaulois, non, on n'est pas là. Allons un peu dans un sens beaucoup plus réduit, celle que souvent Marine Le Pen utilise. Ah, les Français, des Français. Elle-même, déjà, ils ne connaissent même pas son histoire, c'est même pas d'où elle vient, vraiment. Donc, il est même possible que mon grand-père, que j'ai cité tout à l'heure, qui fait partie de ceux qui ont assisté à la libération de la France, il est même possible que mon père, qui est mort dans le front, a apporté même plus à cette liberté-là que son père, qui prétendu aller libérer la France en Algérie. Et pourtant, quand même, on lui attribue cette espèce de Gaulois qui défend la valeur française. Mes chers Français, je pense que là, c'est vraiment vous qu'on déshonore. On nous déshonore. Donc, pour revenir à l'histoire des Comores, toujours, je vous ai dit tout à l'heure que cette bras de Gibraltar, c'est-à-dire de l'océan Indien, où traversent les bateaux qui transportent les pétroliers, qui transportent du pétrole de l'Asie vers la France a compris une chose, que dans le cadre de la géopolitique, si la France ne maîtrise pas cette zone-là, peut-être une autre va venir vouloir occuper cette zone. Et pour pouvoir être le maître du contrôle des échanges pétroliers et monétaires internationaux, il s'est dit, je vais quand même rester aux Comores, c'est-à-dire à l'île Mayotte. Qu'est-ce qui se passe récemment, mes chers frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe récemment? Vous n'êtes même pas au courant, et pourtant, c'est quand même à côté, puisqu'on nous a dit quand même que c'est un département français. Très récemment, je l'ai vu avec une très grande tristesse. Des milliers de Comoriens se font chasser de chez eux à Mayotte, avec leurs enfants. On voit des scènes qu'on n'a jamais vues nulle part. Même à l'époque de Chirac, où Alain Juppé était Premier ministre, on appelait les migrés qui occupent l'église. Même cette histoire-là, c'est quand même plus pire que ça. Des milliers de Comoriens se font chasser de chez eux. Ils dorment dans les rues avec des matelas, dans l'impunité totale. Dans l'impunité totale. Les forces françaises voient ça et ferment les yeux. C'est normal de fermer les yeux parce que c'est eux qui les poussent d'aller faire ça. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque le président comorien, qui s'appelle Ali Solih, en 1977-78, est parti à Mayotte, dire aux Mahorais, que je vous ai dit tout à l'heure, que mes frères et sœurs, venons construire les Comores. La France a payé des Mahorais en leur promettant un monde merveilleux, en disant allez chasser cette espèce de personne-là parce qu'il vous déteste et ne vous aime pas. Parce qu'il a préféré transférer la capitale des Comores à la grande île au lieu de laisser cette capitale à Mahorais. Mais écoutez, mon frère,
Je dis mon frère parce qu'il était quand même le colon. Il était resté jusque-là notre ami. Et il l'est toujours. Parce que moi, je fais quand même la différence entre la France, les Français, et les forces. Écoutez bien. Et les forces ou bien les réseaux français. Faisons la différence là-dessus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ces personnes qui ont été achetées ont quand même réussi à déstabiliser l'île Mahorais pour essayer de justifier le pourquoi l'armée française est restée sur ces territoires. Depuis ce temps, tous les présidents comoriens qui sont venus depuis ces présidents-là, qui ont pris l'indépendance de Comores, ont été assassinés par un mercenaire connu sous le nom de Bob Denard. Bob Denard n'était rien d'autre que l'ombre de la France, ce qu'on appelle le réseau français de Focard. Donc, si je dis ça, c'est pour vous montrer une chose simple. Sommes-nous, en tant que Français, complices ou pas de ce qui se passe dans ces territoires-là? C'est une grande question pour moi que j'ai besoin vraiment que chaque Français, sur sa table, avec la lumière en plein table, qui tape avec l'uranium qui est utilisé sur ces centrales, de se poser la question. N'y a-t-il pas un moyen de pouvoir utiliser ces matières premières avec ce que nous avons comme valeur, je dirais la valeur chrétienne, c'est-à-dire celle de la fraternité. Et la fraternité, ce n'est pas aller à l'église ni à la mosquée. La fraternité, c'est de se dire, lui, il dispose de quelque chose, soit j'achète, soit je trouve un moyen à quel on partage l'intérêt, ça devient un intérêt d'abord humain. Donc, depuis que les Comoriens ont commencé à manifester leur colère par rapport à ce système d'assassinat successif de présidents, il y a eu un moment donné, la France a décidé d'aller déstabiliser une autre île, qui s'appelle Anjouan. Parce qu'il a pu regarder l'histoire de ces territoires, il s'est dit, bon, cette terre-là, il y a une possibilité de pouvoir trouver des gens qui vont jouer le jeu. Parce que c'est là où est né un des anciens présidents qui s'appelle Ahmed Abdallah, auquel il a joué le jeu de Focard, justement, pour assassiner celui qu'on l'appelait Ali Swalihi, qui défendait justement l'identité comorienne. Par là, qu'est-ce qui s'est passé? L'île d'Anjouan, une fois qu'il a été déstabilisé, la France a soumis, je dis bien, a soumis au peuple comorien une obligation de modifier leur constitution en 2001. Modifier leur constitution pour faire en sorte que le système électoral et le système présidentiel soient de telle sorte qu'aucun Comorien ne puisse s'identifier comme étant d'abord Comorien avant d'être un des îles, mais de dire d'abord je suis de telle île avant de s'identifier dans sa nationalité, c'est-à-dire dans sa citoyenneté. Cela a créé deux choses très dangereuses. La première, c'est que entre les Comoriens déjà, pour eux, c'est devenu un conflit pour être déjà président. Je suis de l'île telle, ça c'est mon tour. Je suis de l'île telle, ça c'est mon tour. Ça, c'est une manière de s'aimer au sein même de l'esprit comorien. Une façon de se battre toute leur vie, comme ça il va toujours justifier sa façon de rester en joie. Donc par là, je vais dire quoi, mes chers amis? Très récemment, il y a eu une élection qui se fait au Comores. J'ai assisté dans une des assemblées générales ici pour expliquer ça, pour porter aux Français témoins de ce qui se passe au Comores. Dans les élections au Comores, c'est la PNUD en particulier qui était en charge des préparations de déroulement des élections. Parce que la PNUD, en gros, c'est l'ONU, en quelque sorte, les Nations Unies. J'arrive. Ça, c'est notre histoire. J'arrive. Déjà, restons d'abord. C'est déjà quand même quelque chose si on parle déjà de la France. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une entreprise française. Une entreprise française qui est connue sous le nom de Colas. Il y a aussi des entreprises de Bolloré. Tout ce système-là ont réussi à faire croire à tous les Comoriens que c'est l'ONU, c'est l'Europe
qui veut organiser les élections aux Comores. Et donc, ils ont acheté tous les dispositifs qui étaient mis en place pour organiser les élections aux Comores, pour qu'eux-mêmes, ils décident qui doit gouverner les Comores. En gros, le président qui devrait être élu selon leur démarche, c'est quelqu'un qui est là, qui va tenir le stylo. On verra qu'il a tenu le stylo de la signature sur ses doigts, mais c'est la France qui appuie pour signer. Il va signer les contrats, il va signer l'exploitation de toutes les ressources qui sont aux Comores. Et dans une des ressources qui sont récemment évoquées, je rappelle aussi aux Français et à vous qui sont présents ici, que très récemment la France a déposé à l'ONU une démarche qui consistait à élargir les territoires maritimes. Et dans cette démarche, qu'est-ce qui a été visé? C'est toujours la maîtrise de ressources premières. Et dans les ressources premières, vous avez pu voir que beaucoup de pays aujourd'hui développent la recherche du pétrole, les gisements de pétrole dans les mers. Et comme aux Comores, c'est le hasard, par hasard, hein, et comme aux Comores, on a pu constater qu'il y a pas mal de gaz, de gisements de gaz et du pétrole, la France a élargi sa zone maritime pour dire que comme Mayotte m'appartient, donc là je rentre même aux Comores pour récupérer des gisements qui sont aux Comores. C'est dans cette manière-là, j'arrive à la conclusion, pour vous dire que oui, chers frères, la France-Afrique, c'est d'abord économique. C'est d'abord économique. Ce n'est pas une question militaire. Si je suis libre, même les armes ne pourront jamais me faire chasser de ce que j'ai envie de faire. Ce n'est pas pour rien que la France refuse que les Africains développent leur propre monnaie pour avoir leur propre maîtrise de leur propre économie. Parce qu'au moment où il va imprimer les billets de francs CFA, il y a une valeur économique d'une marge assez importante qui permet aussi à la France d'avoir cette maîtrise de matières premières de l'Afrique, parce qu'il essaye de sortir ce schéma qui était celle de la colonie, du colon. Comme ça, on ne verra pas physiquement que c'est toujours le même mécanisme, alors qu'en réalité, c'est le même mécanisme. L'uranium, il achète. En termes commerciaux, il dit j'achète. Mais t'achètes avec quoi? Avec le gain de pain. Je vous dis très honnêtement, nous sommes aussi quand même responsables. Nous sommes aussi responsables. Parce que nous ne disons pas qu'il y a la France pour qu'il soit français. Jamais, vous n'entendrez jamais dans la bouche d'un Africain qui dit on n'a pas envie de voir les Français. Et je rappelle surtout, pour vous rappeler aussi, que le conflit et le problème économique que nous avons pu constater ces dernières années en Europe, le problème que vous entendez, la finance mondiale, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas un problème de finance mondiale. Ah non, c'est pas vrai. La réalité c'est quoi? C'est que ces 10 dernières années, la Chine a développé de plus en plus ses marchés en Afrique. Tout ce système a fait que les Français, ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Donc de voir que ces marchés qu'ils prenaient comme ça, gratuitement, sans la moindre discussion, la Chine il dit, écoutez mes amis, moi j'ai même pas besoin de rentrer dans vos problèmes politiques, moi tout ce que je veux c'est l'argent et mon échange, l'échange monétaire. Donc vous voulez ça, allez je le fais mais en échange de ça. Donc ça a tout changé, la conception que la France avait avec sa maîtrise de l'Afrique. Et quand je dis l'Afrique, parce que certains oublient, Maroc c'est l'Afrique, hein. L'Algérie c'est l'Afrique. Hein. Il y a l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud, c'est une question de positionnement géographique. Mais c'est l'Afrique, pour être plus clair. Donc cela a fait que cette présence des Chinois en Afrique a déstabilisé l'économie européenne. Voilà, ce n'est pas vrai, c'est pas Madoff, c'est pas je ne sais pas qui a tout déstabilisé l'économie européenne. Donc je rappelle ça dans ma façon de vous expliquer ça pour dire que oui, le conflit, le problème africain sont d'abord économiques. Sont d'abord économiques. Un deuxième exemple. Je fais mes études avec vous, avec beaucoup comme vous, dans les universités françaises. J'ai appris des compétences technologiques. J'ai appris des compétences scientifiques. Mais si aujourd'hui,
j'étais en mesure de développer un concept, par exemple, il faut d'abord qu'il soit vendu, licencié, machin, ceci, cela. Mais pour qu'il soit utilisé en Afrique, la France va dire, ah non, ça m'appartient. Parce que c'est lui qui maîtrise la politique intérieure du territoire auquel j'aurais besoin d'exploiter. Donc, je vous dis, oui, elle est économique. Le problème africain est d'abord économique. Si demain, les Français arrivent à comprendre qu'il y a un moyen d'éviter cette peur qu'on se donne constamment, en croyant que si on libère ces territoires-là, on deviendrait demain pauvres, c'est pas vrai. Les Africains, ils n'ont pas cette culture-là. La culture d'égoïsme n'est pas en Afrique. Non, on interprète mal. Les Africains sont prêts. Ils sont prêts à partager les ressources, mais dans l'équité. D'abord dans l'équité. Transfert des compétences. Transfert de compétences. Développement de part et d'autre. Qu'il y ait cet échange d'abord, qui garde la valeur d'abord humaine. De dire que oui, vous méritez à vos justes valeurs, comme nous méritons à notre juste valeur. C'est comme ça que moi j'ai besoin de donner cet exemple pour dire que c'est pas pour rien que aujourd'hui, à Mayotte, un département français, qui a des conflits qui se développent le lendemain même où la campagne électorale au Comores a commencé, qu'on prétend que du jour au lendemain les Mahorais se réveillent pour dire il y a des Comoriens à Mayotte, mais ça m'étonnerait qu'il y ait des Italiens à Rome. Des Italiens à Rome. Qui aurait cru ça si un Allemand dit ah il y a des Italiens à Rome. Chez lui. Un Comorien à Mayotte. C'est quand même assez aberrant comme histoire. Ils essayent de faire croire au monde que les Mahorais en ont marre de voir des Comoriens à Mayotte. Je vais vous dire une chose. 90% des femmes mahoraises, 90% sont d'origine comorienne. 90% des femmes mahoraises sont des jeunes. Pourquoi j'ai dit 90%? C'est parce que quand même maintenant on commence à voir quelques Européens qui s'installent. C'est pour ça que j'ai mis cette petite réserve. Mais la population mahoraise, elle est d'abord comorienne. Donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on essaie de nous faire croire que les Mahorais, ils s'étonnent de voir les Comoriens aller chez eux. Il y a quelque chose qui s'appelle le visa Balladur. Je reviens sur ça. C'est là où ce phénomène a réellement dégradé la vie quotidienne courante des Comoriens. Le visa Balladur, c'est une espèce de visa qui est instauré par Balladur pour dire, écoutez, pour aller à Mayotte, puisque ce n'est pas chez vous, il faut d'abord qu'on vous donne un visa à l'ambassade, vous passez par l'ambassade, on vous donne un visa, et puis vous y allez. Ça nous permet de sécuriser votre voyage. Bon, c'est ce qui était employé ici pour que les Français comprennent. Ah oui, c'est vrai, c'est normal, il y a un visa, on prend un visa pour aller à tel endroit. Sauf que c'est chez eux. Vous imaginez si demain on vous demande de payer un visa pour aller à Marseille quand vous êtes à Paris? Vous allez dire quoi? Vous direz, mais c'est pas possible. Eh bien, c'est ce qui se passe malgré tout. Vous voyez déjà, lorsque nous avons parlé le problème migratoire récemment, on a commencé à parler des frontières de Schengen. Vous vous rappelez? Tout le monde a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi nous fermons mes terres? C'est lui qui habite en Lorraine, en Alsace, qui voulait aller en Allemagne. Mais comment ça se fait que je suis obligé de m'arrêter pour qu'on me fouille? Et pourtant, là, il s'agissait déjà d'une question de sécurité. Et même ça dérangeait le peuple français. Alors, imaginez-vous, le Comorien qu'on lui dit pour aller voir ta soeur, pour aller voir ta mère qui est à Mayotte, il faut qu'on te donne un visa d'abord. Et c'est qui donne le visa? Ce n'est pas le ministère comorien, non, 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 c'est la France qui donne le visa. Depuis ce temps, c'est là où ça s'est développé. Les espèces de vedettes bizarres que les gens sont obligés d'emprunter au détriment de leur vie pour aller voir leur famille, leurs proches. Et comme c'est devenu de plus en plus obsolète cette histoire, aujourd'hui certains le font et beaucoup, Dieu sait combien des Comoriens ont pourri, je dis mais je préfère ce terme, combien de cimetières dans les mers de Comores, combien? Vous étiez tous choqués ici lorsque vous avez eu une petite photo d'un enfant qui
qui gisait sur une plage en Turquie récemment. Tout le monde a sauté. Mais combien de morts de ces mêmes peuples? Combien de morts tous les jours? Est-ce que parce qu'un enfant, vous pensez tout de suite à votre enfant? Mais pourquoi ne pas penser à votre mère si vous voyez une dame qui meurt? Pourquoi ne pas penser à votre frère si vous voyez un jeune homme qui meurt? Tout ça, c'est que médiatique. Ce n'est pas encore humain. Alors, je reviens sur un terme pour vous rappeler, la fraternité. Récemment, vous avez vu quand il y a eu les attentats du 11 de janvier, partout ici, il y avait des... Partout, on voyait fraternité, liberté, égalité, fraternité. Ce fraternité, ça vient d'où? C'est une valeur d'abord chrétienne. C'est inspiré de là. Donc, ça ne veut pas dire que le chrétien, il est le seul qui comprend la signification de fraternité. Le français aussi, ou le comorien également, ou le musulman aussi, il sait ce que ça veut dire fraternité. Mais imaginez-vous, tous les jours, vous voyez vos maisons, des bombes qui tombent, vous ne savez pas d'où ça vient parce que vous n'êtes même pas capable de fabriquer un bougie. On va vous faire croire que vous savez fabriquer une bombe atomique. Vous savez fabriquer une Kalachnikov. Donc vous entretuez comme si c'est eux qui ont fabriqué ces armes pour s'entretuer. Alors que c'est des armes qu'on les a vendues. C'est ce qu'on essaie de faire aux Comoriens aujourd'hui. Je fais cette référence, cette parallèle pour vous dire que c'est ce qu'on essaie de faire aux Comoriens. C'est de leur faire croire que pour être libre, il faut d'abord qu'ils s'entretuent entre eux. C'est une manière de ridiculiser un peuple. C'est une façon de maîtriser la conscience intellectuelle de ce peuple. Même si le Comore est petit, mais moi je serai toujours là. Jusqu'à mon vivant, je en parlerai de ce problème. Et vous resterez demain toujours coupables. Parce que vous savez que ce qui se passe par les forces françaises à l'étranger, nous devons aussi savoir se poser la question, qu'est-ce qu'ils font exactement? Nul n'est censé d'ignorer la loi. Cette expression, je peux aussi l'extrapoler pour dire l'ignorance n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de vivre ignorant constamment. À vous aussi de vous intéresser à votre culture, de ce qui vous permet de vivre quotidiennement mieux que d'autres, savoir mais pourquoi je vis mieux aujourd'hui que d'autres. Là, vous découvrirez au travers de cette recherche que cette facilité de vie n'est pas venue comme ça par hasard. Il a été construit, inspiré par toute façon, de plusieurs manières, voire même des gens sont prêts à tuer des peuples pour que vous conservez ce mode de vie. Les gens sont prêts à massacrer tout un peuple pour que vous puissiez conserver ce mode de vie. C'est-à-dire, mode de vie, ça veut dire quoi? Pour que vous puissiez continuer à avoir ces lumières partout. Alors que comment? Ils n'ont même pas une dans la capitale. Donc, c'est pas pour rien. On n'a jamais entendu parler que les Comoriens ont débarqué en France pour tuer les Français, pour pouvoir récupérer. Non, non, non. C'est les Français qui débarquent aux Comores. Pourquoi? Parce qu'il fallait garder ça. Donc, c'est à vous. Vous êtes quand même responsable quelque part sur ça. Vous êtes quand même responsable quelque part. Donc, je continuerai pour finir, parce que ça fait un moment que mes amis ont voulu que quelqu'un intervienne, pour dire que là, il s'agit d'une histoire d'un petit air qui s'appelle les Comores. Mais combien d'entre nous ont pu entendre d'autres parler aussi de leur pays d'Afrique? Combien ont parlé de leurs problèmes? Est-ce que est-ce que ça parle aux Français? C'est ça ma question. Est-ce que ça parle aux Français? Ou ça passe comme quelque chose qui traverse parce que BFM TV n'a pas parlé? Peut-être c'est ça, malheureusement, le problème du monde aujourd'hui. Il faut que je sois vu tous les jours dans les chaînes de télévision pour qu'on dise, ah, peut-être qu'il a raison ce qu'il dit. Mais non, je ne suis pas obligé de parler mieux que d'autres pour que vous compreniez l'essentiel. Est-ce que ce que je dis, ça vous parle? C'est ça l'objectif. C'est ça. On n'est pas obligé de passer
100 ans à la place de la République pour parler d'un problème. D'abord, la question à se poser, c'est est-ce que ce que nous parlons, nous déjà qui sommes là, comprennent ce qu'on dit? Est-ce qu'on comprend ce qu'on dit? Est-ce que le message qui est passé ou qui est donné est passé au travers des autres? La France, pour finir, le 5 mai de cette année, il y a eu des élections en Comores, celle à laquelle j'ai référé tout à l'heure, comme quoi la France lui-même a décidé d'écarter la PNUD pour pouvoir contrôler les préparations de ces élections. Un premier tour a eu lieu. Lorsque le premier tour a eu lieu, la France a dit « mais non, c'est pas possible. Comment ça se fait que celui qui est passé en première position n'est pas celui que moi je veux? C'est pas possible. » Il y a deux jeunes Comoriens qui sont informaticiens, qui faisaient partie des équipes qui travaillaient au titre de la France, ont dénoncé un certain nombre d'irrégularités, celles qui consistent à faire naître des gens qui sont morts. Il y a des listes parallèles de gens qui sont déjà morts. On a fait croire que ces gens-là ont voté. Des gens qui sont morts, hein, ont voté. Même l'immigré qui essaie de venir en France n'a jamais utilisé un papier de quelqu'un qui est mort. Mais quand même, la France a osé faire des papiers de personnes qui sont mortes pour dire que ces gens-là ont voté leur président dans leur tombe. Et ces personnes-là qui prétendent voter, le Comorien dit non, on n'est pas d'accord. On veut que le président qui va gouverner ce pays soit celui à laquelle la population comorienne a choisi. Le premier tour, donc, la France a écarté un candidat, c'est lui qui était premier, parce qu'il n'était pas d'accord avec tout ce que voulait la France. Il avait refusé de tout signer. Les contrats d'expropriation des territoires, les contrats d'expropriation des zones maritimes pour pouvoir maîtriser l'exploitation du pétrole, ainsi de suite. Il a été écarté. Le deuxième tour va avoir lieu. Une fois le deuxième tour a commencé, celui du pouvoir, celui qui était défendu par la France, a été battu avec un écart de 3000 voix. Lorsqu'il a été écarté, qu'est-ce qui s'est passé? Phénomène rare, au Fouquet's de Champs-Élysées, on a pu voir une conférence de presse. Moi, quand j'ai entendu il y a une conférence de presse au Fouquet's qui parle des élections aux Comores, je pensais que c'était des Comoriens qui parlaient de leurs problèmes. Et quand je suis arrivé, je ne vois que des têtes françaises, que des Français, que des Français. Ceux qui sont toujours restés dans le réseau que j'ai appelé tout à l'heure de FOCA. Ah, vous n'avez pas oublié. C'est les mêmes personnes qui ont organisé cette conférence de presse. Et donc, dans cette conférence de presse, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit les Comoriens sont cons parce qu'ils n'ont pas choisi celui que nous avons demandé. Eh bien, moi je dis non. Il y a un moment dans l'histoire, la Chine a été aussi colonisée. La Chine a été aussi colonisée. Et la Chine a dit quoi? Vous voulez ce que j'ai sur mon territoire? C'est pas un problème. Venez. Mais vous me ramenez aussi ce qu'on appelle un transfert de compétences. Et à partir de là, aujourd'hui, la Chine, il est à quelle position? Maintenant, on commence même à se dire peut-être qu'il est en première position. Vous voyez? Donc c'est ce que l'Afrique aussi a besoin. L'Afrique a juste besoin de se développer, d'être libre pour développer ses terres, d'être